dans Plus ou moins Geek, le premier magazine qui revient sur plus de 50 ans de culture geek en 52 minutes. Vous allez découvrir ou redécouvrir des œuvres indispensables de toute cette culture. Et pour l'occasion, je me suis entouré d'experts. Elle ne vient pas de Las Vegas, c'est RL. Il ne vient pas de Manhattan, Laurent Kessy. Il ne vient pas de Miami, j'ai un doute, Sébastien Rassia. Et comme il n'y a plus d'autres séries, bah écoute, Fred Molas et Rurik Salé. Albert, le 5e mousquetaire, c'est notre petit ordinateur de bord qui est là, qui m'aide à faire mon travail. Albert, tout va bien ? J'adore entendre mon nom à l'antenne. Je devrais peut-être avoir ma propre émission. Ouais, bah même pas en rêve. Je préfère plutôt que tu me lances un petit duplex live de chez François Descraques, qui est notre expert web. François ? François qui est visiblement très occupé. Ouais, bah le temps qu'il finisse sa bouteille d'eau, tout de suite le sommaire en images. Au sommaire de ce nouveau numéro, vous découvrirez Puppet Master, Rock'n'Roll Racing, Code Lisa, Serial Experiments Lane, Stéphane en mode survie, une rencontre avec le réalisateur Yann Kounen, le jeu de plateau Talisman, une enquête geek sur les cartes Kratos, le talent web et la shopping list. Retour en plateau. Entre nous, on l'appelle Pitchman car c'est le roi du pitch. Rurik, c'est à toi. Rubrique cinéma avec Rurik. Charles Band. Ouais. Vous me demandiez, mais oui, ça marche. Ça marche. Charles Band est un. Avant de vous dire, quelques petites images pour ceux qui aiment jouer aux poupées, c'est pour vous. Regardez-moi ça. Ça, c'est André Toulon. Et voici ses créatures. Voilà, bien sûr. Oh, on dirait tu sais, le truc des monstres de foire. Tout de suite. Bien sûr. Le Freak Show. André Toulon est un maître de poupées. Un Master of Puppets, comme dirait Kirk Hammett, par exemple. Exactement. Je trouve qu'on dirait Puppet Master un peu. Ah bah c'est marrant, ça ressemble. C'est fou. Maintenant que tu me le dis, on dirait ce film. Effectivement, on voilà. voit les fils, c'est bien. C'est la bande-annonce du premier Puppet Master. Il y en a eu 10. Il y en a même un qui est plus ou moins informel, etc. Voilà, c'est produit par Charles Band, qui est un gars qui a créé tout un empire de la série, même pas B, mais Z. Hein, comme tu dis souvent. Bzz, voilà, c'est un petit peu l'abeille du cinéma. Charles Band, donc en plus, c'est le fils d'Albert Band, qui était lui-même déjà une sorte de mini-mogul du bis. Et c'est aussi le frère, toute une bande, excellent. Band of Brothers. Je pense que c'est énorme. Et il y a Albert Band. Non, il y a Richard Band. Richard Band. Le frangin. Tout le monde bande, c'est le bordel. Richard Band fait la musique des films de Charles Band, qui est le fils d'Albert Band. Voilà, c'est la trinastie, j'ai envie de dire. Et donc, nous avons ces petits personnages qui sont donc les héros de cette saga sans fin de la série B ultra culte, et qui sont donc les âmes damnées, les potes d'un maître de poupée qui trouve une espèce de pouvoir égyptien pour leur donner la vie. Comprenant que les nazis veulent lui voler son pouvoir, il se donne la mort. Et quelques années plus tard, les puppets, voilà, reviennent et pour tuer tout le monde. Voilà. Mais alors, ce qui est très rigolo, honnêtement, c'est mal joué, c'est mal réalisé, les scénarios, c'est de la merde. Mais ce qui est vraiment rigolo, c'est les personnages eux-mêmes. Par exemple, cette petite demoiselle qui, en plus d'avoir des seins, je vous les montre quand même là. Donc c'est les jouets officiels. Ils en ont fait des jouets, voilà. Elle s'appelle Leeches, celle-là pour le coup. Parce qu'elle vomit. Parce qu'elle a des sangsues qui lui sortent de la bouche. Hein. Je vous vois venir, il ne rentre pas dans la bouche. Le litchi, c'est les litch, Voilà. les sangsues. C'est vrai. Et puis nous avons aussi Jester. Jester, c'est un petit peu comme RL, mais vous voyez, elle change de tête comme ça en 3 secondes. Là, elle sourit, hop, là, elle ne sourit plus. Bon. Il y en a plein. T'en as un, il a des fusils mitrailleurs. T'en as un autre, il a des couteaux, c'est Blade. De vrille sur la tête. Vrille sur la tête, voilà. Et c'est, grosso modo, c'est un petit peu comme Freddy. Au fur et à mesure des Freddy, les scénarios, on s'en branlait. On avait envie de savoir comment Freddy allait tuer les gens, dans quel cauchemar il allait les plonger. C'est un petit peu pareil. Qu'est-ce que ça va être le nouveau personnage? Comment ils vont tuer les gens, etc. Voilà, Puppet Master, c'est vraiment une folie de la série B, Z. Et ce qui est marrant, c'est que Charles Band, lui, essaye un petit peu de renouveler son fonds de commerce. Bon, je ne sais pas s'il le fait encore, mais tous les ans, il a fait très longtemps une sorte de freak show, justement, qui trimballait sur les routes aux États-Unis, une espèce de cirque itinérant où il présentait des extraits de ses films, les personnages, les effets spéciaux, et il faisait gagner aux gens du public éventuellement un rôle dans le prochain Full Moon, puisque c'est sa boîte de prod. Voilà. Il faut savoir que ça n'est jamais arrivé, personne n'a jamais joué dedans, parce que c'est quand même un escroc. Voilà, donc je ne peux que trop vous... Non, si en fait les jouets ça suffit, hein. Les films sont rigolos, mais à peine. Voilà, Puppet Master. En sachant qu'il y a un vrai merchandising de dingue, parce qu'aux États-Unis, il a sorti des versions gold, donc c'est juste les personnages qui sont dorés. La version white, les personnages sont juste blancs. C'est juste un peu pour se faire un peu de pognon. Ah bah oui, un petit peu. Et je me suis fait avoir. En parlant de se faire avoir, on va retrouver Stéphane qui est plongé au cœur d'un GN. On l'a laissé au cœur d'un grandeur nature, en plein post-apo, et on va savoir un petit peu ce qui lui est arrivé. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside.
Bon retour au cœur du GN post-apo Grey Line, un jeu de rôle grandeur nature organisé par les créateurs de Légende. On retrouve là-bas Stéphane et Camille qui tiennent le rôle de membres de la caravane UPS Alpa et Mocha, les frères Chino. Dans l'épisode précédent, nous les avons vus commercer, faire des rencontres, apporter des premiers soins suite à une attaque et explorer le terrain. Au passage, Alpa, le personnage de Stéphane, a perdu quelques doigts. Lorsque nous les retrouvons, Alpa a réuni tous les ingrédients nécessaires pour accomplir une quête en créant un sérum. Test de fabrication de la super morphine, 6125e tentative. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse de l'agent infectieux au final? C'est une plante, tu me disais. Oui. Il va falloir que tu en retires les feuilles, tiges et racines. Et c'est là-dedans. Tu Ça ne vois marche. pas avant d'avoir mis le masque à gaz, d'avoir fait reculer tout le monde de 5 mètres au moins. Après, il nous restera 5 minutes à l'ombre, un choc électrique, on remue énergiquement, et c'est bon. Ça, je te le confie, t'en prends le plus grand soin. Attends, mais tu lui donnes ou pourquoi? Faut que tu mettes un choc électrique. Donc un choc électrique avant ensuite 2 minutes de secouage vigoureux. Si Alpa tente de créer un sérum, toutes les quêtes sont différentes. Certains PJ sont en quête d'informations, de justice, de trésors oubliés, d'autres cherchent la vengeance. Je te laisse le... Ouais, on va laisser l'électrolyse avoir lieu pendant 5-6 secondes. Allez hop. Tu sais quoi? On peut pas touiller, c'est pas une solution liquide, on va la secouer. Pendant 2 minutes. On l'a notre foutu sérum. On l'a. Ok, vous avez une variante de votre foutu sérum. Ah. Et donc cette version, que fait-elle finalement? Cette version, la qu'un seul effet. Elle assomme un raid le mec pendant 5 minutes. Aucun moyen de le réveiller. D'accord. Il s'endort comme une pierre. Ça peut fonctionner sur un rageux? Ok. Merci beaucoup. Donc là, il y a une coalition qui est en train de se faire pour une bonne petite expédition punitive. Nous, on va les suivre, évidemment, les événements au plus près pour voir les combats et voir comment tout ça se passe. La plupart des combats se font avec des répliques d'armes blanches et des armes d'airsoft, d'où les lunettes de protection que les joueurs portent en permanence. Si vous êtes touché à un membre, vous ne pouvez plus l'utiliser. Une balle au tronc et les gars sont censés tomber par terre. Du matériel de survie, un défibrillateur, un pommeau de douche. Déjà 3 ou 4 unités de métal, je suis en train de piller toutes les armes. Il y a des survivants, quelque part dans la forêt, qu'on cherche toujours, et ceux qui n'ont pas survécu se sont réorganisés avec les orgas pour constituer une nouvelle faction qui va peut-être apparaître ce soir. On peut être reporter et ne pas être doué à l'épée. Ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, les PJ peuvent apprendre de nouvelles compétences pendant le jeu, à condition de se trouver des professeurs. Vous vous rappelez comment je suis parti ce matin? Bah maintenant j'ai une épée et là je viens de chourer une mallette. La mallette que j'ai volée appartient au prêtre, il ne la réclamera pas. Si le joueur a vu la méduse, il s'est dit non, je ne vais pas la toucher sans mes gants. Donc il a demandé des gants. On lui a ramené des gants et puis il a enlevé les gants et sans y penser, il a retouché. Ce qui fait qu'il a ouvert l'enveloppe et a découvert qu'il était tombé dans le coma. Dans le prochain épisode,
Ils sont deux pour faire le travail d'un, ils sont payés le double du quart de la pièce. Rubrique jeux vidéo. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Donc voilà, moi je vais vous parler d'un jeu, voilà, c'est un coup de cœur, c'est un jeu que j'adorais pendant mon enfance et c'est un jeu qui parle de rock'n'roll et de racing. Donc, Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Rock'n'Roll Racing. Pas mal. On regarde un petit extrait. One is dominating the race. Rip fades into last. Fades into last. Parkman jams into first. Viper is about to blow. Rip fades into last. Ok, bah ouais, Rock'n'Roll Racing, c'était un super jeu de bagnole, voilà, que je jouais quand j'étais gosse, je m'éclatais dessus. C'est un jeu en fait qui est basé un peu comme Micro Machine ou Super Off-Road. D'ailleurs, tu as une super anecdote par rapport à ça. Oui, ben voilà, j'ai fini mon anecdote. Donc tous les vas-y, tu fais un bruit de violon. Pendant ce temps, moi, je raconte mon anecdote de mon père qui m'offrait tous les dimanches au PMU. J'allais dans un bar PMU qui sentait la clope et on m'offrait 2 pièces de 10 francs pour me faire du Ricard. Voilà ce que ça donne. Tiens, prends un verre, mon fils. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc après cette note André, super là-dessus. optimiste, voilà, donc comment rebondir? C'est un jeu qui a été un peu éclipsé à l'époque parce que c'était la sortie d'un petit jeu qui s'appelle Mario Kart, Super Mario Kart, donc voilà. Le jeu est passé un petit peu, été mis de côté, quoi, à la trappe. Et c'est un jeu développé par Silicon and Synapse, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, j'ai une petite boîte. Parce que j'ai lu ta chronique, mais c'est Oui, non, mais oui, voilà. C'est une petite boîte. Et les synapses. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est une petite boîte qui sera amenée à devenir Blizzard. Voilà, une petite boîte C'est là où il fallait miser à l'époque, quoi. Clairement. Blizzard, oui, il fallait mettre quelques copecs. Alors que dans Eurotunnel, pas terrible. Hein. Non. Et franchement, quand tu vois le jeu, finalement, les mécanismes sont exactement les mêmes que. Bon, il y a même plus que Mario Kart. Parce que dans Mario Kart, il n'y a pas cette notion réellement d'optimisation, de machin. Non, mais il n'y a pas de notion de ramasser des items un peu de manière aléatoire sur la route. On a les items directement et puis on peut les améliorer au fur et à mesure. Item, pour moi qui suis, Un vous le savez, un expert jeux vidéo. C'est un objet du jeu, ouais, voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est des mines, des lasers ou alors qu'il y a aussi des boosts pour sauter par-dessus ses concurrents parce qu'on peut les éclater. On est 4 sur la map, mais on peut se tirer sur la gueule, se foutre des mines. Donc le but, c'est d'éliminer ses concurrents et de gagner des courses pour pouvoir optimiser ses bagnoles et en racheter d'ailleurs. Est-ce que les personnages qu'on voit sur l'écran de présentation, est-ce qu'ils sont dans le jeu? Le mec qui a une guitare à la Wasp en forme de. Si. Bah, tous ces personnages, c'est des personnages un peu clichés, quoi. Genre, il y a une espèce de Wookiee, voilà, qui ressemble à un Wookiee. Une espèce de cyborg qui ressemble à un Terminator, machin. Et ils sont tous, on les a tous dès le début, sauf un qu'on peut débloquer, un personnage bonus qui s'appelle Olaf et qui vient de notre jeu, qui s'appelle Lost Vikings, qui a été créé par la boîte Silicon et Synapse. D'accord, voilà. Et d'ailleurs, au niveau des musiques. C'est ça le point fort. Et ça, c'est le point fort. Ça s'appelle Rock'n'Roll Racing. Il y a du racing, mais il y a du rock'n'roll. Avec quel groupe Quel groupe notamment? C'est que des morceaux en fait tirés de. Enfin, c'est des morceaux connus, voilà, des célèbres standards du rock. André Rieu, tout ça. Exactement, voilà. Tout à fait, le boléro de Ravel. Rihanna. Non, genre on a Paranoid de Black Sabbath, on a aussi Bad to the Bone de George Thorogood. Il y a aussi Je suis bien de Michel Sardou. Ça, c'est quand il gagne à la fin. Exactement, c'est la chanson bonus en fait, tu la débloques. C'est pas mal ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Born to Be Wild de Steppenwolf, Highway Star de Deep Purple, enfin voilà quoi, des super morceaux. Ça, c'est clairement un jeu. De Christophe Willem. Ta gueule, c'est clairement. Mon Dieu, je ne vous tolère pas ce langage ordurier. C'est clairement un jeu qui aurait pas pu voir le jour sur une autre console que la Super NES, parce que s'il y avait vraiment à l'époque évidemment. Non, mais il est sorti sur Mega Drive aussi. D'ailleurs, il y avait une chanson. Oui, mais non, mais à mon avis, il est sorti sur Mega Drive. Mais la meilleure version, la version que tout le monde retient, c'est la version Super Nintendo. Parce que sur Mega Drive, le chipset sonore était pas capable de faire un truc aussi bien que ce qu'il y a là, même si je suis. Donc t'avais un son pourrave, quoi. Bah oui, c'est ça. T'avais l'intérêt du jeu, c'était quelque part la musique, sauf que sur Mega Drive, comme le chipset sonore était pourri, bah t'avais. Chipset sonore, tu veux dire les capacités sonores de la console, bien sûr. C'est ça. Une dernière petite info avant de finir. Le jeu est sorti en 2003 aussi sur GBA, il n'y a eu que ce portage. Mais enfin, ouais, moi je souhaiterais un remake HD avec des chansons vraiment, les purs morceaux. Voilà, et moi je propose monsieur Rurik Salé pour composer cette bande sonore. D'accord. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Musique sympathique pour des images de dingue, de Gisèle Kérosène à 99 francs en passant par Doberman. Faites place au grand Yann Kounen. Saviez-vous qu'il avait commencé à l'école des arts décoratifs? Je ne me destinais pas du tout en entrant aux arts déco à faire du cinéma. C'est quand même pas une école de cinéma, je voulais faire de la bande dessinée. J'ai découvert que pour raconter des histoires, finalement, le cinéma était quand même très efficace. Il y avait le mouvement en plus, le son, la musique, la parole, le travail avec des acteurs. Moi, avant tout, l'idée était de raconter des histoires. Et le cinéma me convenait plus pour le faire. C'est ce que j'ai découvert aux Arts Déco. Donc, j'ai passé mon diplôme
sur un projet de long métrage. Dans les influences principales que j'avais à la fois aux arts déco, et elles venaient de la bande dessinée puisque je voulais être dessinateur. La BD qui influence énormément son court-métrage culte Vibro Boy. Ce qui est intéressant à voir, c'est le décalage entre ce qu'a été Vibro Boy à ses débuts et ce qu'il est devenu. Ça, c'est toujours c'est ça qui m'intéresse. Je me rappelle qu'à l'avant-première qu'on avait fait de Vibro Boy au Max Linder, tout le monde est sorti du cinéma avec un peu, même les copains, l'équipe, tu vois, qui a fait le film, en se disant, je sais pas, il faut que je le revoie. Moi, j'avais la certitude d'avoir fait, je dis pas, c'est pas un grand film, mais une œuvre de qualité originale, qu'elle avait sa force et sa cohérence. Cette perturbation a vraiment existé autour du film pendant un certain temps. Voilà, en fait, je découvre que je m'étais pas trompé, on va dire, avec beaucoup plus de temps, que le film circule toujours. Autre court-métrage phare de Yann, Le Dernier Petit Chaperon Rouge avec Emmanuel Béard et en comédie musicale, S'il vous plaît. Moi, je l'ai conçu comme l'opportunité de faire une expérimentation cinématographique. C'est plus Vibro Boy qui a poussé des producteurs de long métrage à me dire « Ok, au-delà des images, le mec peut raconter une histoire, etc. etc. » Je pense que Le Chaperon Rouge n'a rien apporté. Doberman est un peu un accident parce que je n'ai pas pu réaliser les autres projets. Et avec Carlo de Boutini, on écrivait à la fois nos courts, mais bien sûr des projets de long, dont Vibro Boy en long métrage. Donc le Vibro Boy n'était qu'une scène du long métrage. Et chaque fois, c'est des histoires souvent de science-fiction, très chères, très complexes et tout. Et c'est vrai qu'on était un petit peu naïf à l'époque sur la réalité de ce qu'est l'industrie cinématographique. Chaque fois, les producteurs étaient un peu terrorisés par l'ampleur et la bargitude de ce qu'on leur apportait, qui n'est pas dans le système. Je le comprends tout à fait aujourd'hui. Ces courts-métrages déjantés ont ouvert la porte à Yann pour entrer dans le monde du long-métrage. Le Doberman fut le premier d'une jolie série. Pascal Laurent, un ami, réalisateur, et il m'a amené un jour le Doberman en me disant « Tiens, lis ça, les bouquins de Joël Houssin ». Et c'est vrai que je retrouvais une sorte de folie anarchiste dans le Doberman. Après avoir été balancé par plusieurs producteurs qui ont lu le Doberman, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, je suis tombé sur Éric Nevet et lui a dit non, écoute, moi je vais devenir producteur et je crois que ça a été son premier film ou un de ses premiers films. Doberman et sa scène culte où Romain Duris s'essuie les fesses avec les cahiers du cinéma. Non, il y en a qui l'ont très bien pris. Yann mettra ensuite 7 ans pour revenir avec un Blueberry enveloppé d'effluves chamaniques. C'était inscrit dans le projet dès l'origine, en fait. C'est-à-dire que j'ai passé effectivement beaucoup de temps à faire, parce que c'était un film cher, complexe, parce qu'en termes de casting, ça a été très long à caster le film, parce qu'il y a eu, au moment de signer tous les acteurs, il y a eu le 11 septembre, même bloqué à Los Angeles. Enfin, c'était terrible, le film était arrêté, mort, a priori, il a repris un an après. Il y avait une dimension qui, à l'époque, n'était pas tellement connue, c'était le monde indien, les plantes, les visions, tout ça. Et moi, j'avais rencontré ça. Donc ça a été une longue aventure. Pour moi, il y a les choses les plus intéressantes que j'ai fait au cinéma sont quasiment dans son film. Yann a poursuivi dans le mysticisme avec le magnifique documentaire Darshan. Mais quel était le processus d'écriture? Alors l'écriture de Darshan, ça c'est très particulier parce qu'il n'y en a pas en fait. Tu as un sujet, donc tu vas faire le portrait de quelqu'un, et donc tu t'avances et tu filmes, tu vois. Et puis après tu recules, tu montes et tu retournes. Et tu fais des allers-retours comme ça. Dans Darshan, il y a des plans qui ont 1 an d'écart, et c'est des champs contre champs. Puisque comme elle fait toujours la même chose, un jour tu peux la filmer de dos, mais en même temps tu es écrasé après par les gens autour d'elle. L'année d'après, tu la filmes de face, et la séquence est montable. Et je pense que de ce documentaire, j'ai appris aussi beaucoup de choses en fiction. Et pour moi, ça a été une aventure humaine très forte. Et l'idée était le cinéma, non pas de véhiculer des messages au fond, mais simplement de donner la possibilité aux gens qui ne peuvent pas la rencontrer d'être en présence. Ça, c'est un des forces du cinéma documentaire. J'aime faire des choses différentes et me promener dans le cinéma. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, c'est pas quelque chose que je réfléchis ou que je conçois, c'est quelque chose qui se produit. Je ne suis pas un gentil garçon. Je suis en bad. Je suis une grosse merde. Un héros moderne, quoi. 99 francs, c'est pas un film sur un publicitaire, c'est un film sur la société, les rapports dans notre société, les déséquilibres, une vision du monde, le monde occidental dans son extrême. La pub, c'est le sommet de l'iceberg. Donc ça permettait, dans une comédie ou un pamphlet, ou de venir à la fois s'amuser et à la fois taper. Vous n'êtes pas synchrone. Moi, je suis synchronisé. J'ai un micro, par exemple. J'ai un micro. Vous comprenez? Ah, Eric a gagné le match. Quel match, putain de merde. Je pense que j'avais une énergie comme ça, un petit peu, qui sont aussi des vestiges. Le Doberman est une réaction intuitive
du même type sur la politesse. Être poli, c'est en fait une espèce de comportement qui n'est pas une valeur, qui est juste un truc de survie, parce que notre monde est vraiment violent. Et quelque part, 99 continue de décrire ça de manière plus précise, plus posée. C'est pas ce que tu traverses, l'horreur que tu traverses, c'est comment tu es à la fin. Et c'est pour ça que je fais attention à l'énergie des musiques, des images que je mets à la fin de mes films. Si tu regardes 99 points, à la fin, elle est ouverte sur la nature. On va voyager un peu au Japon grâce à RL. Rubrique culture japonaise avec RL. C'est une espèce de pari avec les internautes, donc je m'y colle. Et quoi de mieux qu'une chronique, ça te va bien. Ouais, une chronique sur Lane avec son pyjama nounours pour le porter. Ça te va bien. C'est un petit peu pour gagner du public masculin, j'ai l'impression. Non, c'était vraiment un challenge. Et parce que j'ai un peu froid. Il y a des moufles dedans. Bref, voilà. Donc le plus simple, c'est de jeter un œil au trailer. Voilà, donc on va suivre en fait l'histoire de Lane. C'est une lycéenne un peu asociale et enfermée qui va se retrouver embriguée sur le Wired. C'est une espèce de version d'Internet. Et ça va un peu partir en sucette. On est vraiment à cheval entre la réalité et le cyberpunk complet. Oui, ça je sais bien. Oui. Super musique. Avec de Boa, mais pas la chanteuse coréenne. Watashino. Il faut savoir que donc cette œuvre cyberpunk, c'est une œuvre vachement visionnaire, puisque les créateurs ont réussi à insérer plein de choses. Enfin, c'est sorti en 98. Donc en 98, on était encore avec... on avait des tam-tams, des tatous, des bebop. Des tatous. Moi, j'avais un tam-tam, moi, en fait. Oui. 36-15, C'était l'arrivée du net, c'est l'arrivée des MP3. Les gens avaient peur d'utiliser l'ordinateur. Des fois que ça leur pète à la tronche. On avait les lecteurs CD portables, le Walkman, tout ça, tout ça. Les ordinateurs en 90, c'était pas non plus... Dans la série, ce qu'on trouve, c'est de la reconnaissance vocale. Voilà, dans la série, il y a du water cooling, c'est-à-dire le refroidissement à eau. Des ordinateurs, le wireless, le sans fil, le multiscreen. C'est vraiment énorme. Le mec, il a vu des trucs, mais des trucs qui sont réalisés surtout. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas énorme. Tu vois aussi les player killers que tu trouves dans les jeux de rôle online, alors qu'à l'époque il y avait l'apparition du Ultima Online, c'était tout nouveau, le MMORPG, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses dans ce style-là. On est vraiment dans la réalité augmentée, et ça c'était vraiment très très neuf pour l'époque. La particularité technique de cette série qui a été réalisée par Nakamura Ryutaro, donc c'est quelqu'un qui a travaillé aussi sur une série qui s'appelle Odyssey de Kino et Ghost Hand qui a été créée par Masamune Shirow récemment, et un designer qui s'appelle Abe Yoshitoshi qui a travaillé sur d'autres séries comme Aiben Renmei, etc. Ils ont vraiment créé une ambiance à part. Tu te fous de notre gueule que tu assembles des syllabes. Ouais, j'ai fait des gens n'existent pas. Masamune Shirow, c'est le mec qui a fait Appleseed et qui a fait Ghost in the Shell, c'est bien ça. Voilà. Complètement. C'est bien. Bon point. Et donc en fait ils ont créé des innovations techniques aussi pour l'époque. Bon voilà, on a vu un petit peu sur le trailer le grain sur l'image, les parasites. On le retrouve aussi dans l'ambiance sonore. Il y a beaucoup de grésillements, des bruits de fond, un peu comme si on était dans une baignoire. Et tout ça, ça met en fait le parallèle entre la réalité et l'irréel. On a comme des effets de mirage, l'écran devient tout blanc, les silhouettes se floutent. On est vraiment dans un monde qui est, on ne sait plus si on est vraiment dans le réel, dans le pas réel. Un peu comme ici. Voilà. Et vraiment dans un vaisseau spatial. Ça frise vraiment la folie. Il y a des gens flous autour de cette table. Ah oui, un peu comme toi. Excellent. Voilà. Albert devient rouge, je pense qu'il faut que tu finisses. Voilà. Et donc voilà, ça se caractérise par des passages brutaux d'un plan à un autre, des trucs un peu décadrés, comme ça on voit juste un petit bout, un œil, un peu psychopathe. Voilà. Et c'est vraiment une série qui a apporté beaucoup, qui reste culte. Et vu que tu me l'as pas offert, je le trouve où ? Je vais dire dans son cul. Je pense que c'est le moment. Si, tu allais le dire, RL. J'ai très bien vu dans ton regard. C'est sorti. Oui, c'est ça. Puisqu'on va rester, on va rester dans le bon goût, puisqu'on va découvrir l'enquête geek du jour, et ça va nous plonger au cœur des cartes Kratos. Rappelez-vous ces petites cartes de mauvais goût. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Aujourd'hui, nous allons accueillir Gaston Bouton, Lionel Poubelle, Mauvaise Hélène, Karine Vermine, Jean-Louis Dégueulis ou encore Cyril, notre invité, ou bien Mathieu le Dégueu. Bienvenue dans le monde des Kratos. Voilà, c'est mon univers, on va dire, les Kratos.
Ah, la tête de nos parents quand on revenait avec nos petites cartes d'un mauvais goût assumé à la fin des années 80, toute une époque. Dans les années 85 à 87, il y a la société Topps Company, qui est une société qui est mondialement connue, surtout pour les cartes de baseball. Et ils ont décidé de faire des cartes autocollantes, des cartes de collection, avec une personne qui les a dessinées, qui s'appelle Art Spiegelman, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une bande dessinée avec une souris dans un camp de concentration. Et il y a un journaliste français qui était situé à New York, Alain Pinto, et qui a vu cette folie furieuse que les enfants avaient, et ses propres enfants avaient ça d'ailleurs, des cartes à foison. Et là, il a senti le bon coup venir et il s'est dit « je vais ramener ça en France, il y a moyen que ça fonctionne ». Et le 23 janvier 89 précisément, d'après les articles que j'ai pu lire, la sortie a été faite en France. Plus qu'un succès, un raz-de-marée noir de crados. Tout le monde y trouvera son petit nom détourné. Le prétexte aux États-Unis pour sortir ces cartes-là, c'était de contrebalancer des poupées qui s'appelaient Cabbage, apparemment. Cabbage Bell Kids, je crois, ou Cabbage Kids. C'était des poupées toutes bêtes. Hein. Donc voilà, ils ont repris le même design, un joufflu, etc. Et ils l'ont adapté. Donc ils ont toujours le même design, plus ou moins dégueulasse, en gros, mais toujours le joufflu. Voilà. Il y a eu un film aussi qui est sorti aux États-Unis. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vu. Il est de notoriété publique que c'est un flop et un nanar sans nom. En France, le succès est total. 12 millions de cartes vendues pour l'album numéro 1, 550 000 albums et 23 500 points de vente. C'est quand même pas mal. Le principe, c'est d'avoir l'image la plus dégueu. Dégueu propre, hein. En tout cas, pour un enfant de 11 ans, il n'y avait rien qui était vraiment matière à se bloquer le visage, tellement ça a été effrayant. Donc c'était drôle pour un enfant de 11 ans. Mais les crados suscitent vite une polémique grandissante. Ouh, qu'ils dépravent la jeunesse. Ouh, que ça va en faire une génération qui regardera des années plus tard, plus ou moins geek. Incroyablement rapide, les journaux se sont emparés de la chose et ont jugé ces cartes comme complètement néfastes pour la jeunesse. Les psychologues se sont insurgés, alors sauf celle qui a travaillé pour Alain Pinto, bien sûr, en disant que c'était absolument incroyable, des crottes de nez, du caca, du pipi, du vomi, des boutons, enfin bref, des choses qui, pour un enfant, ne faisaient pas grand-chose. Mais les parents d'élèves étaient s'insurger contre ça. Il y a même une petite anecdote, une école à Montrouge qui avait donné une note aux parents d'élèves en disant « attention aux poux et aux crados ». Mais l'opposant le plus farouche portait un bonnet rouge. Il était complètement fou furieux par rapport à ça. Il jugeait que, bon, alors qu'il n'aime pas, évidemment, son âge n'était pas vraiment propice à ce qu'il en achète, mais il était complètement omnibulé par le fait que les enfants qui allaient acheter ça ou qui allaient lire ça ou regarder ces images allaient être pervertis et complètement des Hannibal Lecter en puissance, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est vrai que ça ferait plus d'1 million d'Hannibal Lecter français. Mais combien de cartes au total se sont écoulées en France? Alors, j'ai pas vraiment les chiffres sur le deuxième album à proprement parler. Toujours est-il que sur une année, en France exclusivement, il s'est vendu 40 millions de cartes. Il s'en est vendu, je présume, fortement jusqu'en 1990. Et après, ça s'est un petit peu tassé, puis autre chose est arrivée. Et en 2004, un troisième album est sorti, donc celui-ci. Pas de grande nouveauté, hein, la même chose. La différence, c'est que nous étions en 2004. Et qu'en 2004, les enfants de 11 ans, les crottes de nez, du pipi, du caca, ça ne les choque plus, ça ne les fait plus rigoler. Enfin, ça fait toujours rigoler, mais plus aucun intérêt. Les crados se sont déclinés en plusieurs familles au doux nom plutôt glamour. Les dégueulos, les crevos ou encore les déchiros. Mais qui les recherche aujourd'hui? Il y a soit des collectionneurs français, donc comme moi, qui veulent échanger, compléter leur collection, ou qui se disent « Ah oui, c'est vrai, les crados, exact. Ah ouais, mais c'est vrai que mes parents ne voulaient pas que j'en achète, et puis, oh, je l'ai balancé, il était dans mon grenier, j'ai déménagé, je l'ai foutu en l'air. J'aimerais vraiment le récupérer, où est-ce que je peux en trouver, quel est le moyen de m'en procurer, est-ce qu'on trouve... quels sont les moyens de... Combien ça peut coûter aussi, parce que je pense qu'il y a certains qui craquent un peu sur les prix quand même. Et je dirais que la majorité des contacts ne sont pas français, ils sont plutôt américains, ils veulent compléter leur collection. Parfois, j'en achetais en France pour leur réexpédier aux États-Unis. Je faisais l'intermédiaire, un peu le dealer de cartes. Dealer honnête, donc ça va. Mais il doit y avoir un crados avec ton prénom. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non, il n'y a pas Cyril. Alors je pense qu'il y a avec David, mais il faudrait que je cherche, je n'ai pas le mot, mais ça peut se trouver. Hein.
Problème résolu. Voici la carte sortie de l'esprit déviant de notre graphiste et une partie de l'équipe de Plus ou Moins Geek, bien entendu. Vous êtes moche, mais on vous aime quand même, les crados. À l'époque, j'étais obligé de voler mes propres cartes Kratos puisque mes parents n'avaient pas d'argent pour me les offrir. Vous en avez eu des cartes Kratos? Je trouvais ça gerbé. Hein. Ouais, pareil. J'ai encore cette image du bébé avec un doigt qui lui sort par le crâne. Je trouve ça vomir. Moi, j'avais l'album Panini, Senseiya et Dragon Ball Z. Ah oui, mais parce que toi, tu es très fleur bleue. Cette obsession de la dégueulasserie, mais tu vois pas la dégueulasserie rigolote, genre des gens qui vomissent. Non, des trucs comme ça, pas cool. Et ça, j'aime Moi, pas. je propose qu'à partir d'aujourd'hui, vous m'appeliez Laurent Dégoûtant. Voilà. Laurent Dégoûtant. Eh ben, écoute, en tout cas, Stéphane, je sais pas s'il avait une carte à son nom, mais on retrouve tout de suite Stéphane pour sa rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Rubrique jeu de plateau avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Le jeu du jour est Talisman, un grand classique du plateau créé en 1983 par Games Workshop. Un jeu médiéval fantastique où des héros s'affrontent pour la possession de la couronne du commandement. L'objectif, courir sur la carte en quête de monstres et de trésors, ramasser un talisman, le sésame vers le plateau intérieur, puis éclater ses petits camarades et hériter, à la force du point, comme Conan, du titre convoité de roi. La partie débute à peine, les personnages sont tirés au hasard. Robin hérite du guerrier, un bon personnage logiquement efficace en combat, le seul qui peut porter 2 armes. Henri prend une carte, il récupère le voleur, il sourit avec un air traître. Il reste 11 personnages en jeu. Que va tirer Florian? Il tire le ménestrel sous les rires de ses ennemis. Vu l'illustration, on s'attend à un personnage ridicule qui a peu de chances de gagner. Mais il ne faut pas s'y fier. Après plusieurs tours de maraude et d'exploration, les personnages se sont aguerris. Dans les ruines, Robin fait un lancer de dés et obtient un 2. Il a le choix entre les bois, à gauche, ou la taverne, à droite. Il opte pour les bois et pioche une carte. Aucun talisman n'est encore sorti, serait-ce le moment décisif? Pas encore, mais le guerrier a de la chance, il pioche une hache. Comme il se trouve dans les bois, il peut fabriquer un radeau pour traverser la rivière et rejoindre dès à présent le plateau intermédiaire. Henri et Florian traînent sur les bords du plateau, mais ils vont tenter de rejoindre le centre. Actuellement, ils se dirigent vers la sentinelle. Matez cette bête qui déborde sur 2 cases. Henri fait un gel, 6 sur le résultat, il gagne un sort. Il fait son tirage et il obtient le sort Invisibilité. Excellente surprise. Robin va enfin avoir un challenger dans la seconde zone de jeu. Florian a réussi plusieurs jolis coups en charmant les loups qui le poursuivaient et en faisant d'une jeune femme sa suivante. Des brigands s'en prennent à lui. Leur force est de 4, celle du ménestrel est actuellement de 3 grâce à sa ceinture magique. Florian laisse donc des plumes et une vie sur cette case maudite. Les talismans se font rares et Robin se rend au caveau du démoniste. En y accomplissant une quête, il pourra enfin obtenir le précieux et se rendre au centre du plateau, à la porte du pouvoir. Que va exiger le démoniste? Il ne demande qu'un objet magique, n'importe lequel. C'est bien dommage. Le guerrier possède actuellement l'épée runique, certainement la meilleure arme du jeu. Il jette son épée et récupère donc, enfin, le sésame vers la 3e phase et la porte du pouvoir. Le voici diminué, mais proche de la victoire. Florian rejoint enfin le centre et il passe la sentinelle haut la main, sans l'affronter, en s'échappant. Il finit son mouvement à côté du voleur et doit piocher une carte. C'est un geste formidable, il vient de sortir un talisman du paquet. Il n'y en a que 4. Compte tenu de la défausse, il n'avait que 5% de chance de tirer cette carte en particulier. Évidemment, manque de bol, il est à côté du voleur. C'est au tour d'Henri qui ne va pas se faire prier. Il se déplace, fait son mouvement, utilise sa capacité spéciale, c'est réussi, il vient de lui dérober le précieux talisman. Cette fois, c'est personnel, les 2 personnages vont se poursuivre jusqu'au bout. Robin est bloqué devant la porte du pouvoir. Malgré 2 tentatives, il n'est pas encore parvenu à la forcer. S'il tire un 7 ou plus avec ses 2 dés, il restera coincé un tour de plus. Statistiquement, les chiffres sont contre lui, mais c'est un double 3 et il passe. Pendant ce temps, Henri et Florian avancent vers une case à éviter absolument, le chevalier noir. Paye ou meurt. Les 2 héros payent. Et ils commencent à se battre. Une fois n'est pas coutume, c'est le voleur qui attaque. Joli jet de dés, le ménestrel se défend. Belle défense, d'ailleurs le ménestrel l'emporte. Et il récupère ainsi son précieux talisman. Après l'assaut manqué de Henri, Florian semble vouloir se venger. Il observe sa main, hésite, en tire une carte qu'il conserve depuis longtemps. C'est un sort de hasard qu'il envoie tout de suite sur Henri. L'ultime revanche, il a ainsi 2 chances sur 3 d'infliger un sérieux revers à son adversaire. Henri lit la carte, il jette le dé, il roule. 1. Henri est changé en crapaud pour 3 tours. Il perd arme et possession qu'il laisse immédiatement dans la case. Ultime humiliation, sa figurine change sur le plateau de jeu. À ce stade,
il est certain qu'il ne reviendra plus dans la partie. Dans le plateau central, les choses ont bien évolué. Chaque case est une épreuve et les héros n'avancent plus que d'une case par tour. Robin est bloqué face à la mort qu'il ne parvient pas à battre au dé. Parallèlement, Florian, parti dans l'autre sens, avance à bon rythme. Il vient de traverser la tour du vampire où il a perdu 2 vies et sacrifié un suivant, et il vient de traverser les fosses. Dans un instant, il va coiffer la couronne du commandement. C'est fait. Désormais, à chaque tour, il tentera de soumettre ses petits camarades en leur faisant perdre des vies. Si personne ne lui arrache son artefact d'ici 2 à 3 tours, la partie sera pliée et il aura gagné. Les joueurs ne le savent pas encore, mais c'est déjà fait. Robin est trop affaibli, Henri est trop loin. Il ne faut jamais parier contre le ménestrel. Je pense qu'il est temps de remettre une petite touche de sexe dans cette émission. Oui. Avec moi. Rubrique série télé avec David. Depuis que j'ai lancé un sondage, faut-il remplacer RL dans cette émission? Oui. J'ai peut-être une proposition à vous faire. On va regarder. Albert, lance une petite vidéo. Alors attention, la personne qui va remplacer RL, ce n'est pas elle. Dommage parce qu'elle est pas mal. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas le clavier. C'est le clavier qui fait bien. Attention. Là, il y a un éclair. Oh, je suis pas sûr qu'on ait envie de remarquer. Ça commence à devenir intéressant. Oui. Attention. RL ou Vanessa. Ah bah, RL ou Vanessa Angel. Oh, je vois Je vous laisse voter peut-être. On garderait RL. Alors pourquoi moi j'ai essayé de revenir sur Code Lisa. De hyper masochiste, j'allais dire. Oui, nous avons beaucoup de déviance dans cette émission. Pourquoi revenir sur Code Lisa, Weird Science en version originale? Bah tout simplement, Weird Science. Ouais, virtuel, ça c'est virtuel. Non mais pourquoi revenir dessus? Parce qu'en ce moment, on me dit beaucoup. Des gens viennent me voir en me disant, on me dit Big Bang Theory est la série geek du moment, c'est super drôle, machin. Moi ça m'a pas fait rire. Et j'ai repensé à cette série-là que moi je découvrais, je crois, sur France 2 l'après-midi. Tu rentrais de l'école, tu avais le choix entre faire tes devoirs ou regarder Vanessa Angel. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah oui, j'ai jamais été Moi j'ai fait ni Faites l'un vos ni devoirs l'autre. les enfants, sinon vous finirez à la télévision. Il y avait beaucoup de vannes potaches quand même dans cette émission. Ouais, mais en fait, en m'étant replongé dans la série justement pour l'émission, on va juste repitcher, mais c'est super rapide. On a 2 geeks très très opposés. C'est du buddy movie de geek. Buddy movie, c'est c'est 2 personnages qui sont diamétralement opposés, qui s'unissent pour quelque chose. Là, on a Gary, c'est le blond qu'on a vu dans l'extrait avec des cheveux comme ça, qui pense qu'à un seul truc, c'est s'envoyer une nana. Et vous avez Wyatt. Alors là, c'est vraiment le geek avec le petit polo sur les épaules, qui joue aux échecs. Il me fait beaucoup penser à toi, Seb. Non, laisse tomber. Je ne joue pas aux échecs, tu n'as pas de polo. Le petit polo, et donc un soir, ils se disent, tiens, on va se faire sur ordinateur, sur Photoshop certainement 1.0 à l'époque, la nana de nos rêves. Donc ils scannent plein d'articles, des bouts de jambes, des bouts de fesses. Et il y a un éclair qui frappe la maison et arrive donc du coup le personnage de Lisa, la nana rêvée. Et qui en plus a des pouvoirs magiques. Ça grille juste l'imprimante et l'ordinateur. Voilà, mais c'est pas grave, ça coûtait très cher à l'époque. La créature de rêve, on peut dire. Voilà, une créature de rêve. Et donc cette nana-là va avoir des super pouvoirs. C'est bien évidemment adapté du film de John Hughes qui s'appelait Une créature de rêve, qui a exactement le même pitch. La série est super fun. Donc effectivement, à l'époque à l'ère de Big Bang Theory, regardez ça, c'est plein de références. Il y a un épisode où on les envoie dans un slasher movie, donc ils sont poursuivis par un mec dans une forêt avec un couteau comme ça. Ils ont un épisode façon 4e dimension. Alors laissons tomber très honnêtement les 2 comédiens principaux qui sont voilà, comme ça, à vomir, exactement. Pour se concentrer, sur cette petite nana-là, Vanessa Angel, qui est un mannequin, c'est grosso modo son premier grand rôle à la télévision. Vous ne la reverrez quasiment jamais ailleurs après. C'est aussi son dernier grand rôle à la télévision. Oui, exactement, dans Stargate. Et jolie référence. C'était la résistance Goa'uld. C'est quoi les Goa'uld? Non, mais c'est l'occasion d'une autre émission. Mais surtout, le personnage qui est vraiment le plus génial là-dedans, c'est le personnage de Chet. Donc, c'est le grand frère de Wyatt, qui est joué par Lee Tergerson, qu'on retrouvera plus tard dans la série Oz, série carcérale où il lui arrive plein de trucs un peu sexuellement déviants. Mais c'est un personnage qui, au départ, est un militaire complètement bonnet et qui, au fur et à mesure de la série, va finalement devenir le vrai héros. Un bonnet. Voilà, bonnet d'RL. C'est une grosse brute, quoi. C'est le mec. C'était Bill Paxton dans le film, il me semble. Oui, tout à fait, Bill Paxton dans le film. Voilà, derrière se cache toute l'équipe de création de Sliders et Parker Lewis qui explique ce sort de mélange sur Code Lisa. Et je vous invite vraiment à découvrir cette série qui est juste formidable. Et derrière la créature de rêve originelle dans le film Kelly LeBrock se cachait Steven Seagal puisque ça a été son mari. Voilà. Tu as réussi à replacer Steven Seagal dans une émission. Donc voilà, c'est à trouver dans toutes les bonnes crèmeries ou toutes les bonnes DVD-ries. Je ne sais pas si ça existe. En tout cas, on continue l'aventure et on va surtout retrouver François qui est chez lui. J'espère qu'il est un peu plus actif qu'au moment du sommaire. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Bonjour la Columbia. Oui,
j'ai vu votre film, là, Les Schtroumpfs. Alors, je tiens à vous dire que c'est extrêmement mauvais. Alors, pour moi, l'erreur, c'est que vous aurez dû mettre des comédiens dans le rôle des Schtroumpfs. Comme qui, par exemple, Jason Statham, dans le rôle du Schtroumpf costaud. Et ouais, et dans le rôle de la Schtroumpfette, évidemment, Scarlett Johansson. Et je pense qu'elle serait méga bonne. Allô? Tout de suite, un talent web. Si quand on sort jamais de chez soi, on est un no-life. Est-ce que quand on sort un peu, on est un half-life? Bonne question, Jules Fou. Mais une chose est sûre, tu fais partie de la nouvelle génération des podcasteurs, ces humoristes qui se filment dans leur chambre pour nous faire partager leurs questions existentielles du moment. Mais qui es-tu vraiment, Jules Fou? Pour moi, je suis un podcasteur parce que finalement, ce terme, je l'ai un peu adopté. Et après, c'est vrai que voilà, il y a toute cette histoire du c'est pas du podcast, les podcasts, c'est des trucs audio qu'on télécharge, etc. Mais après, moi, ça me dérange pas ce truc-là parce que pour moi, c'est un terme qui a évolué finalement. J'ai vu qu'au Moyen-Âge, le roi Philippe Auguste avait commandé un mur d'enceinte de 5 km de long qui faisait tout le tour de Paris comme ça. C'était des sacrés teufeurs à l'époque. Hein. Et encore, t'as pas vu la prise de la Bastille. Mais comment as-tu commencé? Ça remonte à très très longtemps, depuis que j'étais à peu près haut comme ça, tu vois peut-être pas assez bas, mais j'étais tout petit vraiment et ouais, j'ai fait pas mal de théâtre, j'ai commencé à faire des films avec mon père parce c'était un passionné de Super 8 et d'ailleurs encore maintenant. Et du coup il m'a très vite mis en scène et donc j'ai commencé à faire des petits films Super 8 avec lui. C'était pas de la vidéo mais c'était déjà des films. Mais tu as eu raison de t'émanciper, tes vidéos cumulent déjà 4 millions de vues. Mais quelles ont été les premières? C'était les questions que vous vous êtes toujours posées, un truc dans le style le nom est pas top, mais le concept c'était plein de questions que je me posais depuis un petit moment. J'ai très vite réussi à faire un petit bloc-notes rempli de questions et j'ai exorcisé tous ces petits trucs qui m'angoissaient depuis un petit moment. Je me suis dit tiens en fait j'ai des trucs à dire et c'était vraiment voilà la question de la place sur la porte du Titanic, c'était des trucs depuis gamin je me disais mais ça me trottait dans la tête, ça m'embêtait. Et du coup, le fait de tout exorciser, de tout mettre ça dans une seule vidéo, tout est venu assez vite parce que finalement, je me dis ah oui, ça aussi c'est vrai, ça m'emmerde. Il est dyslexique. Ils ont un clavier Ozerpi. Qui mange la soupe à la tomate du distributeur? Personne peut tuer Chuck Norris. Mais Chuck Norris réussit tout ce qu'il entreprend. Et si Chuck Norris essaye de se suicider? Chacune de tes vidéos tourne entre 100 000 et 300 000 vues, mais quel a été le déclic? C'est celle sur Mega Upload, parce que pour le coup, là, c'était la bonne occasion. C'était une actu qui faisait un peu le tour, dont on parlait beaucoup en tout cas, et qui était une actu geek. Donc du coup, c'était parfait pour moi, parce que moi, je traite beaucoup de ces sujets-là. Donc là, tout de suite, il y a plein de choses qui me sont venues. Et puis ça faisait un moment que je voulais parler du téléchargement illégal, parce que j'ai mon petit point de vue aussi. On nous martèle que le téléchargement tue la musique, surtout les petits artistes, mais en même temps, sans le téléchargement, on n'aurait jamais connu Grégoire, par exemple. Ça aurait été dommage, quand même. Non, mais c'est vrai que c'est la fin. Hein. Le cinéma, hein, par exemple. Hein. C'est vrai, je vois pas pourquoi on irait se faire chier à aller voir un film avec une qualité d'image et de son dingue sur un écran de 15 mètres de long, alors qu'on l'a sur son portable. Mega Upload, qui dépasse les 400 000 vues. Quelles sont tes influences? Je vais vraiment regarder un peu de tout. Pour dire, j'ai regardé un spectacle d'Elysée Moon il y a pas longtemps. Je te vois rire, mais t'imagines un peu les limites. Et là, même quand j'en parle, je prends un petit peu Elysée Moon. Donc, non, mais j'aime plein de choses. Et évidemment, voilà, après, il y a les références de jeunesse qui sont les inconnus. Je commence à regarder beaucoup de trucs anglais, américains. Ça me fait beaucoup rire aussi, je découvre un peu. Tu te définis comme réalisateur, comédien, punk. Mais que seras-tu dans 10 ans? Comment je me veux évoluer? Je sais pas, parce que moi j'ai un peu toujours grandi avec la télé en tête, et le cinéma même aussi, mais bon ça c'est vraiment autre chose. Donc c'est pas évident maintenant de se reprojeter un peu et de se dire bah en fait finalement internet c'est vachement bien, moi j'aime beaucoup être dessus. Et moi j'ai pris vachement goût à l'écriture, donc en tout cas je commence beaucoup à écrire là, pour diverses choses. Pour des séries d'animes, plein de choses, c'est super agréable et j'ai vraiment pris goût à ça, à écrire la comédie. Moi je pensais vraiment pas la jouer en fait, être comédien c'était plus un rêve de gosse et petit à petit bon là finalement on m'offre les possibilités de jouer un peu donc je joue, mais pour l'instant ouais, mon objectif à long terme c'est surtout d'écrire. Comptes-tu rester sur internet? Finalement maintenant on peut vivre justement en faisant des créations sur internet et bah ouais c'est en train de se renverser et moi j'espère que finalement rester un peu sur le net en tout cas parce que c'est vrai que c'est un bel espace de création et c'est très libre en général, même quand il y a des partenaires qui se greffent. Et c'est ça qui est chouette aussi avec internet. Chouette, j'utilise un peu trop le mot chouette, c'est un peu vieilli mais c'est pas grave. Et c'est ça qui est beau avec internet, beau c'est bien, c'est qu'on rentre en contact assez facilement et ça c'est agréable avec n'importe qui. Des quoi? Ah ça? Ah non, je me filme, ça fait des millions de vues.
Et les gens le comprennent finalement qu'ils peuvent presque toucher plus de gens en se mettant en partenariat avec un mec du net que des fois en se mettant en pub à la télé, ça leur coûtera 4 fois plus cher avec 4 fois moins de retour. Donc déjà les sponsors l'ont compris, donc évidemment là il y a des gens qui vont être produits et qui vont faire de belles choses sur internet. Grand bien te prend, comme quoi on peut être breton et ben non, je vais peut-être pas m'avancer sur ce terrain-là moi. Hein. Avant de regarder bien évidemment les vidéos du talent web de François sur l'internet, il est temps de claquer un petit peu son argent si vous ne savez pas quoi offrir à un geek pour son anniversaire, pour Noël ou pour RL, je ne sais pas. La réponse est tout de suite. Tout de suite, la shopping list. Et le pire, c'est qu'après, il est revenu dans la pièce alors qu'il n'y avait plus personne. Il est idiot. Moi, depuis que je fais de la télé, je traîne qu'avec des mannequins. Vous allez bien? Un petit verre? Excusez-moi, je joue à Just Dance 4, à la danse. Quel art magnifique! Ça me rappelle le bal de fin d'année où j'avais invité Jason, le quarterback du lycée, à danser avec moi. C'était magique. Si vous voulez devenir un dieu et contrôler le monde, d'abord je vais vous dire que vous êtes un peu mégalo, mais ensuite je vais vous conseiller de jouer à From Dust. C'est un god game où vous devez contrôler les éléments de la nature pour faire survivre le peuple qui vous vénère. Et maintenant, je vais vous présenter des jeux hors du commun, les Perplexus. Ce sont des labyrinthes en 3D où vous devez faire passer une bille par diverses épreuves. C'est très compliqué, vous y passerez des jours, voire des mois entiers, ou encore des années, vous ne verrez plus vos amis, et vous serez addict à cette sphère. C'est quand même énorme. Promenade dans la ville de la boîte à biscuits. C'est un long titre pour une petite histoire surréaliste. En fait, ça va être un vieillard qui va rapetisser sa ville et l'enfermer dans une boîte à biscuits pour éviter un bombardement. C'est trop cool. Oh, excuse-moi. Elle est cool ta baraque. Jinbei, c'est un manga sur des samouraïs. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, oh. Oh. Soleil nous fait traverser les âges et les civilisations avec toutes ses BD. Vous pouvez vous plonger dans l'univers des pirates avec Sang du Dragon, être mêlé aux barbares avec Siorn, ou enfin vous faire trancher par des samouraïs dans Samouraï. Mince. Non, des fois ça fait ça. C'est quand j'ai pas pris mes médicaments. Si je vous fais objection, eh bien les plus geeks d'entre vous reconnaîtront le jeu Phoenix Wright. Eh bien s'il vous a plu, vous pourrez lire les mangas édités par Kurokawa. Et vous pourrez vous prendre pour un vrai avocat. Et je ne ferai pas de blague sur le fruit. Quoique j'aurais pu, hein. Non, je ne vais pas le faire. Quoi, vous me poussez? Non, vous voulez que je le fasse? Non, allez, je vais pas le faire. Bon, je peux le faire? Non, allez, c'est bon. Non, je le fais pas. Eh, dites, vous aimez les trucs de vampires? J'ai plein de trucs à vous proposer. J'ai My Lady Vampire, chez Soleil. Ou alors, chez Tonkam, il y a Vampire. Ou vous pouvez avoir un bon DVD avec Vampire Diaries. Ah, sérieusement, ça défonce. Qui Jean, la guerrière? On aura tout vu. D'abord les femmes qui portent des jeans, ensuite elles vont voter, et maintenant elles font la guerre. Il nous reste quoi à nous? Toutes les sociétés féodales imposent des lois injustes et arbitraires pour contrôler les femmes. La tradition devient loi. Joe Dante vous propose de regarder son film d'horreur qui s'appelle The Hall. Ça fout un peu les miquettes, les pétoches, les boules, enfin ça fait peur quoi. Et le pitch est très simple, c'est un trou dans une cave et il y a des choses cheloues qui en sortent. Un bon petit film familial. Ou pas. Chez Fleuve Noir, vous pourrez retrouver Atomka. C'est un thriller qui parle de frontières entre la vie et la mort. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le titre du livre est plus petit que le nom de l'auteur. Bon, ça va, là, il a un prénom stylé. Je dois l'avouer, ça fait rêver. Ouais, j'ai gagné! Ah, mais j'ai perdu aussi. Ah, c'est pas facile de jouer tout seul. Hein. En tout cas, si vous avez des amis, vous pouvez jouer à King of Tokyo. C'est super classe, en fait, vous êtes une bestiole, vous essayez d'envahir Tokyo tout en détruisant vos adversaires. Et c'est celui qui a le plus de points ou qui n'est pas mort qui a gagné. Bon, allez, je vais refaire une partie, pour le plaisir. Bon, allez, bonne soirée les filles. Hein. À la prochaine. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Elles sont juste venues jouer aux jeux vidéo, enfin, il n'y a rien eu. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse et on va retrouver l'équipe tout de suite. Hein. Non, mais on se connaît depuis si longtemps, je te ferai jamais un coup pareil. La fin arrive, les amis. Et je me tourne vers Albert, car Albert, tu peux me dire quelle est la suite? Chers téléspectateurs adorés, c'est le moment de voir l'équipe s'entretuer, c'est le moment de voter.
Parce que vous le savez, effectivement, à la fin de l'émission, je vais vous demander à chacun de décerner un petit plus à celui qui vous a le plus convaincu de mettre le nez dans sa chronique. RL ? Alors moi, j'aime bien les poupées, mais ça va pas être possible. Hein. Je vais le mettre à toi. C'est gentil. Laurent ? Moi, c'est Lane. Je suis très curieux de. Ça m'a l'air très bien. Est-ce autant en avance que tu le dis ? Seb ? Moi, pareil. Moi, l'aspect visionnaire de Lane, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Fred ? Je sais pas, j'écoutais pas. Code Lisa. Ulrich ? Il fait froid, alors je prendrais bien une petite Lane, mais ce ne serait ni ça, ni le petit téton. Non, ce sera, une fois n'est pas connu, le jeu vidéo, parce qu'il y a du hard rock. Oh, that was the guy, that was the guy. Et moi, c'est pareil. Petit point pour la rubrique jeux vidéo, parce que Rock'n'Roll Racing, c'est quand même un des rares jeux auxquels j'ai joué et j'ai dû gagner à un moment, je ne sais pas. Donc voilà, si vous aussi vous voulez avoir plein de petites anecdotes sur le reste de l'équipe, je tweeterai peut-être des cochonneries sur vous. Mais fais donc, David. Mais oui, mais je l'ai déjà fait, monsieur Ulrich Salé. Vous ne pouvez pas dire ça. En tout cas, vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le Geekbook, le Geekter, l'appli Geek, enfin voilà, on est partout, on est même sur le Minitel, peut-être un 3615 plus ou moins geek. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles chroniques, de nouvelles interviews, de nouvelles reportages, de nouveaux insights, que du nouveau, mais avec quand même ces vieux-là. Bye bye.